Bonjour et bienvenue à ce nouveau Jeudi Live. Nous sommes en direct sur LinkedIn et sur TikTok. Vous pouvez intervenir en direct et nous poser vos questions. Nous y répondrons au fur et à mesure. Aujourd'hui, un nouvel invité prestigieux et un peu différent de tout ce que nous avons pu recevoir jusqu'à présent, parce que nous recevons Maître Dominique Satenang, qui est une figure emblématique du monde des arts martiaux, connu sous le nom de l'Aigle Noir. Je ne sais pas s'il y a un lien avec la chanson, vous nous direz ça tout à l'heure. Originaire du Cameroun, tu as tracé un parcours exceptionnel depuis ton enfance, inspiré par Bruce Lee, dont j'étais fan également, jusqu'à devenir le premier Africain formé au temple de Shaolin. Champion du monde de Kung Fu en 2006, arbitre mondial et ambassadeur culturel du temple de Shaolin, ta vie est la fusion entre discipline, passion et engagement envers la culture Shaolin. C'est très riche comme parcours et assez atypique. Outre tes réalisations dans les arts martiaux, tu es un conférencier inspirant et un homme d'affaires accompli. Tu es aussi impliqué dans le renforcement des relations entre la Chine, l'Afrique et l'Europe. Cette masterclass va offrir l'opportunité unique à nos followers d'en apprendre plus sur tes expériences, ta grande sagesse, tes techniques, alors que vous cherchez à vous perfectionner dans les arts martiaux ou à trouver l'inspiration et la guidance dans votre propre parcours de vie étudiante ou professionnelle. Préparez-vous à une expérience alchimique. Alors, comment je t'appelle? Maître Dominique? Maître, je vais rester sur maître, ça me plaît bien. Tutoyer un maître, c'est toujours agréable. Maître, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter un peu plus que cette brève introduction synthétique? Merci, Johan. Je pense que ce que tu viens de faire est une tellement belle présentation de ma personne, de ma modeste personne, que je ne saurais mieux le faire autrement. Mais c'est dire, je salue l'ensemble des étudiants, des co-enseignants, bien entendu, et à tous vos fans, bien entendu. Donc voilà, c'est aussi un honneur pour moi d'être ici, dans cette école dont j'ai tant entendu parler. Donc c'est une très bonne chose. Merci. J'ai vu que vous recevez beaucoup de gens qui viennent partager leur parcours. Donc c'est une chose vraiment louable. Donc pour cette jeunesse qui a besoin de s'inspirer d'un modèle, donc ce qui fut mon cas. Il a fallu que je me griffe justement au modèle de Bruce Lee et évidemment en me projetant, et ce qui m'a ramené à être à vos côtés aujourd'hui. Donc voilà, tout petit, je jouais au foot comme une tradition au Cameroun, parce que le Cameroun, de par Roger Mila, c'était le foot, parce que le Cameroun, c'était vraiment un peu comme le Kung Fu en Chine, c'est une tradition. Au Cameroun, c'était le football. Et je m'en sortais pas mal. Et mes parents, donc je suis issu d'un village très très pauvre à la base. Bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui, j'ai pu transformer ces villages. Et alors, jusqu'à mes 11 ans, je ne connaissais même pas ce que c'est qu'une lumière. Donc, j'étudiais avec les lampes tempêtes. Je ne savais pas ce que c'est qu'une lumière. Donc, voir une lumière, pour moi, c'était du rêve utopique. Alors, je quitte ce village dans la perspective, pour mes parents, bien sûr, qui voyaient en moi un futur footballeur international et tout ça. Donc, ils m'ont envoyé dans la capitale économique où j'aurais la possibilité d'être repéré par un agent de foot, ainsi de suite, parce que très jeune, j'étais déjà très bon dans le foot. Voilà, j'étais le capitaine de mon école primaire, parce qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelait les Jeux aussi, donc les Jeux interscolaires. Donc, je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça aujourd'hui. Et voilà comment je me retrouve à Douala. Alors, une fois chez mon oncle, ce dernier fait l'erreur, père son ami aujourd'hui, il fait l'erreur de m'amener au cinéma. Et au cinéma, qu'est-ce que je découvre? C'est Opération Dragon, le film. Alors, quand j'ai vu ces films, alors évidemment, ceci a fait naître mon propre rêve, malheureusement, contre celui de mes parents. Alors, c'est à 11 ans, donc. Là, j'ai 11 ans, justement. J'entrais au collège. Donc là, j'entrais au collège, et du coup, c'est comme ça que me voilà dans cette aventure. Je rentre, je fais comprendre à mon oncle
que je ne voulais plus rien d'autre faire que du Kung Fu. En fait, en ce qui concerne le football, ce projet n'était plus le mien. En tout cas. En un film, une visualisation. Alors, en un film, c'est-à-dire, alors là, j'ai complètement, c'est-à-dire, dérouté de la route de ce qui était de la vision, de la visualisation de mes parents pour naître ma propre visualisation. C'est-à-dire que là, il fallait que je crée mon propre chemin. Alors, je me suis vu incarner ce personnage qui était atypique, qui était un homme prêt à tout pour les faibles, qui incarnait un pouvoir énorme, qui défendait les faibles, un justicier, un véritable, un personnage incroyable pour moi. Cet homme m'a tellement parlé que j'étais prêt à réunir terre et ciel, ne serait-ce que pour faire le 1/1000 de ce que j'ai pu découvrir de son parcours. Voilà comment ceci m'amène finalement à entrer dans une école de formation. Et à la base, mes parents étaient fous furieux de savoir que je vais laisser le football pour aller faire. Voilà. Alors que dans ces années-là, la Chine était un pays pauvre. Et alors évidemment, personne ne pouvait rêver de dire je vais faire du Kung Fu. Alors on voit les parents, d'autant plus qu'à l'époque chez nous, on parlait de Roger Mila. Le Cameroun venait de remporter sa première médaille, sa première Coupe d'Afrique des Nations. Donc, tout le monde chantait, parlait de Roger Mila. Et mes parents voyaient en moi déjà la possibilité de venir les sortir de la misère qu'ils vivent. Alors, voilà comment je déroule pour aller faire du Kung Fu. Ça veut dire que tu n'aurais pas été voir ce film ce jour-là, peut-être que tu serais footballeur, enfin, en tout cas ancien footballeur professionnel. Sans doute, et que je ne serais même pas là aujourd'hui. Ouais, tu as commencé ce jour-là avec le film. Exact. Et toi, tu t'es intéressé au personnage de Bruce Lee, pas son personnage dans les films, mais vraiment ce qu'il a fait à titre personnel dans sa vraie vie. Dans sa vraie vie, c'est-à-dire que là, j'ai vu un personnage, quelqu'un, au-delà du personnage qui est incarné dans ce film, mais on voyait un homme d'une force incroyable. Quand je parle de force, ce n'est pas la force physique. Beaucoup voient la force comme la force physique, mais c'est cette force mentale qu'il incarnait et qui était vraiment quelque chose que je ne pouvais pas retrouver dans le milieu du foot, que je ne pouvais pas retrouver ailleurs que dans les arts martiaux. Et ça, pour moi, c'était très important. D'accord. Et on va devoir parler de visualisation. À quel moment la visualisation est arrivée dans ton parcours? Comment as-tu découvert cette technique de visualisation, ton premier vrai, et quel a été ton premier vrai succès en l'utilisant dans ta carrière sportive, puis celle de businessman? Alors, il faut dire déjà, je fais comprendre souvent aux gens, nous devenons ce que nous pensons, nous récoltons ce que nous sommes. Alors, à travers un film, j'ai pu incarner un personnage et j'ai visualisé la vie de ces personnages. J'ai pu incarner ce personnage. J'ai vu ce qu'il était capable de faire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la visualisation, il faut que celle-ci se fasse dans un moment, c'est-à-dire la visualisation sans être accompagnée par une pensée positive n'est pas une visualisation. Donc, lorsqu'on visualise quelque chose, quand on veut quelque chose, le plus souvent on dit vouloir c'est pouvoir. Mais j'ajoute souvent dans cette vouloir c'est pouvoir un sigle que j'ai qualifié dans mon livre que je vais vous présenter probablement à la fin, DVD, c'est-à-dire discipline, volonté, détermination. Alors, si je visualise quelque chose que je veux et que je n'y mets pas cette volonté et la discipline et la détermination, bien entendu, ce sera comme tout le monde qui rêve, voilà. Mais en réalité, ce moment, cette étape de ma vie a été quelque chose d'incroyable, bien qu'en étant inconscient, comme on dit souvent, parce que mon nom de famille, comme vous venez de le dire, Satanan, qui est un nom que ma mère m'a donné, tout simplement parce que, étant enceinte de moi, elle a fait un rêve, on lui a dit, l'enfant que tu portes, tu lui donneras le nom de Satanan. C'était comme ça, en fait. Ce n'est pas le nom de famille, c'est un nom que mes parents m'ont donné tout simplement parce que ma mère a cru au rêve qu'elle a fait. Et du coup, le Satanan veut dire quoi en moment asiatique? C'est moment calme. Mon nom a une connotation asiatique et non africaine. Même au Cameroun, il n'y a personne qui porte ce nom. Ouais. Donc,
Alors, est-ce qu'il était dit que j'étais prédestiné dans peu. cette voie? Évidemment, j'y crois, rien que de par le nom que je porte aujourd'hui. Alors, c'est la raison pour laquelle, évidemment, dans l'inconscient, c'est-à-dire, bien qu'à 11 ans, je savais déjà ce que je voulais dans ma vie, parce que s'opposer à ses parents, à l'âge de 11 ans, de dire, papa, j'ai vu que c'est ça que je veux faire. Mais évidemment, dans le vouloir de dire, je veux, ça veut dire que, sans le vouloir, j'ai visualisé mon avenir dans Bruce Lee. Est-ce que, quand on parle de 11 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une trentaine d'années passées, plus tard, j'ai fait un film en Chine sur mon parcours. Le film devrait s'appeler Ambassadeur du Kung Fu. Mais cet ambassadeur du Kung Fu, lorsqu'on allait aux États-Unis faire le tournage, en Afrique, en Europe, en Asie, à chaque fois lors du tournage, on disait ah, Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee africain. Et du coup, le scénariste, il rentre et dit non, je vais changer le nom du film, ça va s'appeler Bruce Lee africain. Voilà comment je me retrouve en train, non seulement je vais dire, de vivre quelque chose d'inédit de par le parcours avec mon inspiration qui puise sur mon idole qui est Bruce Lee, mais j'incarne de surcroît maintenant, je porte de surcroît pas incarné, le nom, donc African Bruce Lee. Donc voilà, en fait, quand on dit Bruce Lee africain, c'est le nom. Et là, tout à l'heure, tu as dit l'aigle noir. L'aigle noir, c'est des Chinois également, des journalistes chinois qui me donnent le nom également. Lors du championnat du monde, je crois que c'était même celui de 2006, effectivement, c'était en 2006, effectivement. Alors, j'ai fait une prestation de l'aigle, donc voilà. Et dans cette prestation, parce que les arts martiaux chinois, il y a ce qu'on appelle l'imitation des animaux. Et dans cette imitation, par exemple, il y a les gens qui font le tigre, il y a les gens qui font l'aigle, les gens qui font le chien, les gens qui font le serpent, et ainsi de suite. Alors, j'avais fait ces jours-là l'aigle. Alors, ils ont dit, ah ouais, c'est après dans. Donc, ça veut dire le petit aigle noir. Donc, voilà comment. Et c'est comme ça que, voilà, je me retrouve encore en train de porter un autre nom. C'est comme ça que dans ma carrière des arts martiaux, j'ai porté toutes sortes de noms. Et on m'a qualifié de toutes sortes de noms, Wang Yo, ainsi de suite. Si bien que mes étudiants, pas mes étudiants, mais mes collègues universitaires à l'époque, beaucoup ne pouvaient même pas savoir quel était mon vrai nom, tellement on me donnait des sobriquets, on me donnait des noms qui prêtent à connotation chinoise, qui bien que beaucoup ne savaient même pas exactement mon vrai nom. Et tu as une carrière d'homme d'affaires. Tu peux nous la décrire rapidement, enfin, Voilà. Alors, ma carrière d'homme d'affaires, il faut dire, tu parles de mon plus jeune âge. J'ai 7 ans et demi lorsque je fabrique la première chaise en bambou dans mon village. Mon papa qui travaillait, parce que mon papa, ingénieur dans l'agriculture, travaillait au ministère. Donc, il venait que le week-end nous voir. Il arrive, voit que j'avais fabriqué des chaises en bambou. Il me dit, comment tu as pu faire ça? Je lui fais comprendre, mais papa, j'ai vu faire et voilà, j'ai essayé et j'ai réussi. Il me dit, waouh. Quand il revient une semaine plus tard, j'en avais fabriqué plusieurs chaises. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Je dis, mais papa, je vais les vendre. Alors, mon village était à 25 km de la ville de Chiang. Alors, nous sommes d'une fratrie de 9 enfants et je suis le troisième et le premier garçon. Donc, j'ai 2 sœurs aînées devant moi. Alors, le samedi, bien sûr, on n'a pas école. Donc, on s'élève à 2 heures du matin, autant pour moi. On prend la route pour Chiang pour arriver à 6 heures. Donc, on a 3 heures de marche. On arrive en ville, on vend ses chaises à quelques pièces. Je récupère mes pièces, je ramène, je donne à ma maman qui les garde. Quelques temps plus tard, au lieu de ramener les pièces, je donnais un peu de pièces à mes sœurs aînées qui s'achetaient quelque chose. Il faut dire que sur le parcours, il arrivait que je pleurais parce que j'arrivais même plus à marcher. Évidemment, j'avais que 7 ans et demi. J'arrivais même pas à marcher. Mes sœurs parfois ma sœur me transportait sur le dos et avec les chaises sur la tête, on arrivait à Chiang. Alors, au retour, j'achetais quelques bonbons, les paquets de bonbons, je les ramenais avec. Et pendant la récréation, je les vendais en détail et ça me faisait encore plus d'argent. Et j'ai fait ça pendant 1 an.
Et à un moment donné, j'ai fait comprendre à mes parents, papa, je pense que le hangar qu'on a devant la maison, on ne s'en sert pas. Et il m'a dit, oui, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, est-ce que je peux utiliser ça pour ouvrir une épicerie? Il dit, quoi? L'épicerie? J'ai dit, ouais. Mon père me regarde. J'ai dit, ben vas-y. Je suis allé couper les bambous que je me sers pour fabriquer les chaises. J'ai fait mes étagères et tout. Ma mère m'a accompagné. On est allé acheter du matériel, tout ce qu'il fallait, les marchandises autant pour moi. Et voilà comment on a installé. Donc, pas que j'ai arrêté l'école pour les vendre, non. Puisque c'est un village, évidemment, quand quelqu'un a besoin de quelque chose le soir, il cogne et on vient lui servir et tout ça. C'est comme ça que j'ai ouvert la première épicerie de mon village quand j'avais 8 ans. À 8 ans. À 8 ans. Donc, moi, à 8 ans, 9 ans, quand on voit dans mon livre les images, les photos avec mes collègues, avec mes camarades de classe, je suis tellement bien habillé, mes collègues à côté, puisqu'ils sont du village et ainsi de suite, ben, évidemment, ils n'ont rien à voir. C'est-à-dire, là, tout ce que je porte sur moi, c'est moi qui les achète, avec mon âge. Donc, ce qui fait que quand je vais à Douala à l'âge de 11 ans, quand j'ai fait comprendre à mes parents que je veux faire les arts martiaux, et que mes parents disent pas question, et que j'insiste, j'avais en fait quelque part déjà montré à mes parents ma capacité, c'est-à-dire ma détermination de montrer à mes parents que je peux réussir. Et c'est pourquoi mes parents, à un moment donné, au vu de mon insistance, ont dit non, cet enfant, depuis l'âge de 7 ans, il nous a tellement apporté des surprises qu'on le laisse hier. Donc, mais après, vous avez construit des entreprises que... Ah ben justement, voilà comment cette vie qui m'amène, et cette épicerie aujourd'hui est toujours là. Hein. Okay. Donc ça, bien sûr, ça a pris de la valeur, et ainsi de suite. Donc ce n'est plus l'épicerie qui avait à l'époque. Ma mère a continué cette œuvre-là. Voilà comment je me retrouve en Chine. Quand je suis en Chine, en 2011, je me vois être nommé ambassadeur du temple de Shaolin. Et je suis soudain abordé par la fédération, la Chambre de commerce Chine-Afrique, qui a mis en place une fédération Chine-Afrique pour fédérer tous les investissements chinois en Afrique. Alors, j'ai donc été abordé, on me dit, écoutez, on sait qu'est-ce que vous avez fait dans les arts martiaux, mais on aurait besoin de vous, de par l'expérience que vous aviez de notre culture. Vous connaissez notre culture. Parce que beaucoup veulent faire des affaires, mais avec des différents pays, très peu s'intéressent à la culture de la personne avec qui on veut faire des affaires. Donc, tout part déjà de la connaissance de l'autre personne. Donc, visualiser, arriver à connaître, pénétrer justement au cœur de la culture de l'autre et ça sera plus facile de pouvoir communiquer. C'est comme ça que la Chambre de commerce s'intéresse à moi et je suis nommé en ce moment vice-président de la Chambre de commerce Chine-Afrique depuis 2012, autant pour moi. Et depuis lors, évidemment, sortant de Shaolin, c'était en adéquat avec ce que j'incarnais comme discipline. Et ça ne m'enchantait pas. J'ai dit, écoutez, est-ce que je peux plus apporter le côté culturel et côté sportif et tout ça? On dit sans problème, mais sachez qu'on est là pour vous soutenir. Évidemment, dans ce rôle, j'ai pu contribuer à faire venir beaucoup d'étudiants africains qui venaient en Chine étudier. J'ai pu faciliter l'obtention des bourses aux étudiants. Et de plus en plus, mes copains chinois m'ont intéressé donc à se dire, écoutez, au vu de tout ce que vous faites, si vous vous lancez dans les affaires, cela ne pourrait que aider encore non seulement votre village, mais peut-être votre pays, voire votre continent. Voilà comment j'embrèche dans les affaires. Évidemment, en tant que vice-président de la Chambre de commerce Chine-Afrique, il était donc important pour moi, pas seulement de rester dans ce côté qui était aussi un peu politique, parce que quelque part, c'est quand même quelque chose concernant l'État. Donc, je créais donc une société qui permettait donc de pouvoir faciliter les liens de relations entre la Chine, l'Europe et l'Afrique. Et c'est comme ça que j'ai pu, par plusieurs fois, accompagner des autorités françaises, voire des chefs d'entreprise européens et des chefs d'entreprise africains, ainsi de suite, en Chine ou dans d'autres continents, dans le cadre de faciliter. Et aussi le fait que j'incarne un côté spirituel, ça donne aussi une certaine assurance. J'ai pu voir cela dans la plupart des médiations que j'ai accompagnées ou la plupart des facilitations au niveau des affaires où
ma personne incarnait plus non seulement la sérénité, mais la confiance et donnait beaucoup plus, comment dire, de la joie et mettait de la lumière dans ce que les gens étaient en train de négocier comme affaire. D'accord. Mais tout ça, c'était des saisies d'opportunités ou tu avais visualisé ce parcours-là et que tu as réalisé finalement? Alors, tout part, je le redis encore, nous devenons ce que nous pensons. Rien ne peut nous arriver si nous n'avons pas projeté cela. Il est important de savoir que dans la vie, lorsque, évidemment, quand vous arrêtez de rêver, c'est votre vie qui s'arrête là. C'est ce que la jeunesse doit comprendre. Et c'est pourquoi quelque part, j'ai aussi accepté de venir ici parler, parce que comme c'est quelque chose qui s'adresse à la jeunesse, et cette jeunesse aujourd'hui qui est parfois martyrisée ou on les attribue de tout, mais on ne veut pas, on ne donne même pas aussi des outils qui les permettent d'ouvrir leur propre chemin aussi. Et c'est pourquoi je félicite beaucoup l'initiative que vous faites ici, parce que, évidemment, l'enseignement, c'est bien beau, mais aussi l'enseignement professionnel également est très important de s'inspirer, parce que quand on parle de visualisation, il faut savoir une chose, de même pour les étudiants qui vont être diplômés cette année, ceux qui ont été, d'une manière ou d'une autre, chaque action que nous posons, que cette action soit positive ou négative, nous poursuit. Donc, évidemment, lorsque je sais que je suis ici pour 3 ans ou 4 ans, évidemment, je me projette déjà dans ma pensée, dans ma visualisation, de quel va être mon avenir dans 3 ans, dans 5 ans et après. À partir de ce moment, je crée avec moi des outils qui me permettent évidemment d'embrancher dans cette voie que je veux me construire. Tant que je ne le fais pas et que je reste à croiser les bras, à croiser les pieds, évidemment, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra m'accompagner. Une fois qu'on se crée cette visualisation, cette pensée positive, bien entendu, on se donne donc ces moyens. Ça voudrait dire quoi? On se dit, là j'ai parlé tout à l'heure de la discipline, de la volonté et de la détermination. Dans la discipline, c'est de dire, écoutez, voilà, j'ai mes devoirs à les faire, il faut que je les fasse. Si je ne les fais pas bien, évidemment, je n'aurai pas la note que je souhaite avoir. Donc, je me fixe un cadre. Et ce qu'on peut aussi appeler, à savoir, faire du sacrifice. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, je ne veux pas dire qu'on ne va pas s'amuser, non. Il faut savoir faire la part des choses. Lorsqu'on veut faire une visualisation pour quelque chose que nous souhaitons obtenir, il faut appliquer la règle de la vie que j'ai résumée en 3 choses, la discipline. Il faut être discipliné dans ce qu'on souhaite faire. Si on n'est pas discipliné, parce que l'esprit n'aime pas le désordre. La vie, on peut s'habiller autrement, froisser, ça n'a rien à voir. Mais au niveau de l'esprit, ça doit rester impeccable. La volonté, c'est la seule chose que personne, ni vous, ni personne sur cette terre, ne pourra vous donner. Vous avez la volonté, vous venez ici, c'est parce que vous avez eu la volonté de venir. Je vais vous donner juste encore, avant de poursuivre, un seul exemple. Aujourd'hui, je n'aurais pas pu être là, mais tellement je pensais, j'ai émis des pensées positives que je viendrai parler de ce parcours, que peu importe les embûches que j'ai eues en chemin, cela m'a permis, cela ma visualisation et mon optimisme, ma pensée m'a conduit à être ici à temps pour pouvoir répondre à cela. Donc, et toujours dans une parenthèse encore, il faut savoir une chose. Quand vous quittez chez vous pour aller à votre lieu de travail ou aller à l'école, le fait de dire « Oh, est-ce que je vais arriver à l'heure ?» Évidemment, il vous arrivera malheur en chemin. Vous attirez le négatif en vous et vous ne ferez que subir cela. Alors, donc, pour poursuivre donc, dans ma règle de DVD, le mot détermination. Il faut savoir la volonté ne suffit pas. Parce que tout le monde veut avoir de l'argent, tout le monde va avoir une belle voiture, tout le monde va avoir une belle maison, tout le monde va avoir une vie de confort. Mais qui sont ceux-là, dans ce vouloir, qui veulent vraiment avoir la détermination de pouvoir accomplir leur vouloir? Donc, ça voudrait dire que derrière cette volonté, il faut une détermination. Et c'est cette détermination qui amène donc à faire la différence entre celui qui veut et l'autre qui veut et qui s'applique pour pouvoir l'avoir.
Voilà ce que je pourrais dire à ce niveau. Ben, c'est très clair, mais du coup, c'est un travail de tous les jours, c'est un état d'esprit, c'est pas un exercice qu'on peut faire avant une négociation commerciale, par exemple, pour avoir ce qu'on souhaite dans le business en général. C'est vraiment une projection, un travail de tous les jours et une attitude globale, positive et déterminée. C'est un état d'esprit. Aujourd'hui, je coach des chefs d'entreprise, des personnalités. J'ai un exemple d'un monsieur que je coach aujourd'hui, ça fait quasiment déjà 4 ans, et qui a des centaines de sociétés. Il a triplé en termes de nombre de ses entreprises. Et ces derniers, il a compris une chose très importante, c'est l'hygiène de vie. Là, Joanne, tu m'appelles, ok, viens, fais-moi comment respirer, je dois préparer une conférence. Ok, là, je me sens bien. Non. On dit chez moi, dans un adage, on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Vous savez ce que ça veut dire? Voilà. Parce que là, vous allez vendre la poule et c'est là où vous lui donnez à manger pour que la poule grossisse. Non, ce n'est pas dans la seconde que la poule va vivre. Donc, tout est question d'état d'esprit. Vous voyez, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, vous voyez des professeurs de yoga ou de qigong ou de ceci, des maîtres d'arts martiaux, ils finissent un cours, ils sortent, vous voyez, au couloir, il est en train de fumer. Quel exemple vous êtes en train de donner? Parce que là, on construit une vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est une vie qui doit être irréprochable. Et sachez que chaque action que nous posons, que d'aucuns disent que « Ah oui, ça ne me dit rien, non, c'est bon, je le fais », ça nous poursuit dans la vie. Tout ce que nous faisons, c'est-à-dire que l'esprit ne doit pas être malhonnête. On ne doit pas être malhonnête envers soi-même et ni envers les autres. On doit avoir de l'amour. Et tout ça également se résume en 5 lettres. L'amour. Si on n'a pas l'amour, si on n'aime pas ce qu'on fait, on n'aime pas ce dont on cherche à faire, ou ce qu'on cherche à devenir, ou ce qu'on cherche à apporter, comment pouvez-vous en arriver sur le chemin dont vous-même vous tracez? Si vous n'y croyez pas, comment voulez-vous même déjà y arriver si vous-même? Donc c'est pourquoi je parle toujours de la pensée positive. Quand on parle de la visualisation, comme je dis toujours aux gens, il est important, pas seulement de visualiser pour visualiser, mais apporter à cette visualisation une pensée positive. C'est pourquoi on dit souvent, un optimiste trouve toujours les possibilités parmi les difficultés, tandis qu'un pessimiste trouve les difficultés là où il n'y a que les possibilités. Tout est clair, dit non, non, là, ça ne va pas. Donc ça, c'est très important de comprendre et de vivre dans cet état d'esprit. Parce que si on cherche vraiment à faire plaisir, voilà, prenons l'exemple. Évidemment, bonjour, ok. On cherche à faire plaisir, c'est bien beau. Pendant combien de temps cela va durer? C'est pourquoi, vous allez voir, quand on dit quelqu'un, il est violent, évidemment, vous montez, vous descendez, ces derniers à des jeunes. Prenons l'exemple. J'ai eu à faire un séminaire dans une prison auprès des prisonniers où je parlais, chacun me racontait un peu sa vie, je leur parlais de tout ça. C'était une expérience très difficile pour moi et en même temps très riche aussi parce que... Et c'est là où vous comprenez que là où chacun se trouve, il a lui-même créé ses chemins. C'est-à-dire qu'il a lui-même, c'est-à-dire qu'il y a des gens, vous les dites, là, il y a des mines, c'est là où il va marcher sur des mines. Donc, vous comprenez que la pensée, au niveau spirituel, pourquoi elle est délicate, c'est que, évidemment, c'est en ce moment que on peut être emporté vers le négatif, c'est-à-dire vers la voie du mal, comme on peut être emporté vers la voie du bonheur. Et malheureusement, tendance est plus facile dans le mal que dans le bien. C'est pourquoi il faut faire très attention. Parce que vous allez voir, je prends encore un exemple de la vie courante. Vous allez voir aujourd'hui à l'école, les jeunes, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes qui aiment se faire voir négativement pour les filles ou pour des raisons autres, elles sont plus vues. C'est comme prenez l'exemple de quelque chose de mal, vous envoyez à la télé, ce sera beaucoup plus suivi que quelque chose, si vous dites à quelqu'un, faites une séance de méditation, ça va vous faire du bien. Bon, puis quoi. Donc, malheureusement, on est dans un monde où on est plus attiré dans le mal que dans le bien.
C'est pourquoi il est important, et ça je le dis, et je le conseille souvent, de méditer régulièrement. Il y a des heures précises dans le but de nettoyer son karma, dans le but de se libérer de toutes les tensions que nous emmagasinons au cours de tout, non pas seulement de la journée, mais de notre vie d'aujourd'hui. Parce que vous voyez, avec tout ce qui se passe, évidemment, on porte toutes ces charges-là. Ainsi que ça vienne de gauche, de droite, de partout. Donc, nous portons tout cela. Il est donc important, bien sûr, qu'à un moment donné, on s'assoit et on travaille le moi, c'est-à-dire ma personne, qui je suis. Essayer de se libérer et se détacher de toutes les ondes de cette vie courante, de ces ondes négatives, et ainsi de suite. Vous méditez combien de temps par jour? Je n'aimerais pas effrayer l'éditoire pour mon nombre d'heures. Je suis resté dans une fréquence à moyenne d'une heure. Une heure. Tous les jours? Tous les jours. Le matin au réveil? Le matin au réveil, c'est-à-dire c'est mon petit déjeuner, c'est ce que je fais c'est avant d'aborder la journée, parce que il faut dire, l'éveil, nous avons dormi. Pour pouvoir embrancher la journée, il faut se charger aussi d'énergie. Et c'est une manière aussi pour moi de me charger d'énergie pour aborder la journée. Pas seulement pour moi, pour des gens que je rencontre. C'est pourquoi j'ai beaucoup de gens qui me disent, il a toujours le sourire, il a toujours... Et ça fait du bien. Et ça, c'est ce moment de recueil spirituel qui permet évidemment de créer des ondes positives autour de soi. Méditer le soir avant de se coucher, c'est pas bien? C'est également bien. En fait, la méditation se passe sur trois thèmes, sur trois temps. Vous avez le matin, le midi et le soir. Ça, c'est ce que nous faisons au temple de Shaolin. Là, vous pouvez faire par exemple 45 minutes le matin, vous le faites à midi également, ça peut être 30 minutes, bon, midi c'est 45, et vous le faites également le soir. Le soir également, c'est pour essayer de vous débarrasser, voilà, le mental. Parce que le mental, vous savez, là vous êtes assis, vous pensez à telle ou telle chose. Il a besoin aussi de se retrouver, de se canaliser et de se débarrasser des ondes qui viennent de gauche à droite, et ainsi de suite. Il faut le nourrir aussi. Si vous ne nourrissez pas votre mental, comment voulez-vous qu'il vous serve à pouvoir également ou à éviter être à l'abri des maux de ce jour, c'est-à-dire les maladies, les ceci. Donc, il faut nourrir ce mental également. Je sais que tu coaches... Oui, non? On a une question. Ah, on a une question. Dans quelle mesure êtes-vous accepté comme un avatar de Bruce Lee, comme chez les Shaolin ou dans l'école d'art martial de Bruce Lee? Dans quelle... j'ai pas bien saisi la question. Moi non plus. Dans quelle mesure êtes-vous accepté comme un avatar de Bruce Lee, comme chez les Shaolin ou dans l'école d'art martial de Bruce Lee? Je pense que c'est ça. Oui, Bruce Lee déjà, ses écoles étaient aux États-Unis. Au temple de Shaolin où j'ai étudié, comme je venais de l'expliquer, on m'appelle Bruce Lee africain. Tout part d'un film que le gouvernement chinois avait consacré sur mon parcours. Et ce film, qui a eu d'ailleurs une palme d'or en Chine, et le titre du film s'appelle Bruce Lee africain. Et tout simplement parce que lors du tournage, les gens m'ont appelé Bruce Lee africain. Et c'est comme ça, justement, que le réalisateur David Light s'est dit, écoutez, il vaut mieux changer le nom du film qui, à la base, était ambassadeur du Kung Fu. Ils ont donné le nom de Bruce Lee. J'espère répondre à votre question. J'espère. Alors, je sais que tu coaches des grands noms. Je ne sais pas si tu peux les citer. Est-ce que tu les inities à cette pratique de visualisation, d'optimisme, de DVD, de méditation? Comment se déroule l'initiation que tu donnes? Ben évidemment, mes coachés resteront toujours dans l'anonymat parce que je veux dire, j'ai coach tel, je ne pense pas que la personne apprécierait, bien entendu. Voilà, donc sportif de haut niveau, comme chef d'entreprise, comme politique, évidemment, des personnalités que je coach. Évidemment, je travaille avec eux dans ce concept-là et que ça les apporte non pas seulement du bien dans leur travail, mais aussi sur le plan de la santé. Parce que faut dire aussi que ce n'est pas facile parce que, évidemment, lorsque je coach, je dis, écoutez, là, c'est la méthode Shaolin et Shaolin veut dire la discipline. Voilà.
j'ai eu des patrons d'entreprise. Voilà, je donne un exemple. Quelqu'un qui avait pratiquement plus de 15 000 salariés, qui était un patron d'une grande boîte. Et lorsque je suis arrivé dans son entreprise, évidemment, il n'a pas compris qu'il fallait faire. Et je peux comprendre aussi, c'est comme des politiques aussi, ça a été c'est souvent parfois difficile, et je peux comprendre. Mais la pression qui se donne, malheureusement, qui est destructrice de leur vie, évidemment. Il faut savoir, les gens ne savent pas faire la part des choses. Je peux comprendre qu'avoir 15 000 salariés, ce n'est pas évident pour certains, c'est-à-dire, voilà. Mais en même temps aussi, il faut, pour pouvoir mieux les gérer, ce qu'on appelle justement le coaching du leadership, il faut pouvoir également se retrouver et avoir plein d'énergie pour pouvoir avoir sa confiance, développer ce qu'on appelle le charisme, parce que sans ce charisme, sans cette volonté, évidemment, vous n'y arriverez pas. Évidemment. Et ça, ce n'est pas des choses qui s'apprennent dans votre profession, c'est-à-dire à l'école, que vous soyez juriste, avocat, je ne sais pas, médecin. Non, ce n'est pas des choses, parce que j'ai eu à côtoyer les médecins avec qui je travaille, bien entendu, des juristes, etc. Mais c'est un domaine à part entière. Voilà. Complètement différent. Donc, évidemment, il est question, parfois, comme ce monsieur dont je venais prendre l'exemple, qui disait non, je veux le faire, mais à telle heure, à tel moment, non. Je dis non, c'est pas comme ça, en fait. C'est tous les jours et tout le temps. En fait. Voilà. Si il faut qu'on travaille, il faut que vous respectez une certaine régularité. C'est pas qu'un coup, je t'appelle quand j'ai du temps, tu viens, tu me fais faire quelques exercices, et puis je te rappelle. Non. Si vous voulez vraiment travailler et non seulement vous évacuer de tout ce qui est le stress, l'angoisse, et ainsi de suite, il faut que vous vous accordez certaines disciplines pour vous-même, pour votre santé. Voilà. C'est pourquoi vous comprenez, il y a les AVC, il y a ceci, il y a cela. Bien sûr, les gens qui se laissent emporter par la pression et de la vie quotidienne, et que malheureusement, le corps, c'est une batterie, à un moment donné, l'électricité, ça lâche. Donc, est-ce que tu aurais une première initiation, une technique peut-être à donner à nos étudiants, par exemple, pour réussir leurs examens, ou est-ce que tu peux partager avec nous peut-être une séance de méditation ou de visualisation qui leur permettrait de se mettre en condition? Parce que moi, je sais que les plus gros stress que j'ai eu dans ma vie, c'était au moment de mes examens. Même si ça remonte et que j'ai vécu beaucoup d'autres choses depuis, mais je sais que c'est un moment très, très difficile pour les étudiants qui débutent dans la vie et qui n'ont pas forcément la sagesse que tu as pu acquérir, toi, avec ton parcours. Est-ce que tu peux partager avec eux une technique pour évacuer ce stress, ou en tout cas le contenir et peut-être l'utiliser pour réussir encore mieux leurs examens? Alors, il faut déjà savoir une chose, le stress se situe sur deux phases. Il y a le stress positif et le stress négatif. Le négatif, c'est quoi? C'est justement parce que, bon, on a la peur d'arriver à quelque chose, donc on stresse de ne pas y arriver. Donc voilà, ça c'est le côté négatif qu'il ne faut pas. Mais le stress positif, c'est celui, donc la pression de dire, la rage, la haine de dire, il faut que j'ai réussi. Voilà. Donc, il faut savoir une chose, c'est que peu importe dans les deux sens, mais il vaut mieux avoir un stress qui soit dans la rage la rage de vaincre que ce soit dans le stress. Par contre, là où c'est difficile, là où il y a un piège dans le stress de la rage de vaincre, je prends l'exemple tout bête, je suis désolé, c'est le cas du PSG, donc pour la Ligue des Champions, c'est-à-dire que voilà, des gens, ils avaient une rage qui a dépassé malheureusement l'entendement. Je m'explique. Dans leur rage de dire, il faut que je réussisse, il faut que je gagne, dans cette comment me dire, foudroyante envie de dire je veux gagner, fait que on perd ses repères. C'est-à-dire que là, on ne concentre plus dans ses forces et on se disperse dans la visualisation et perdre même toutes ses chances. C'est comme un boxeur sur le ring. Le parti de dire avec une assurance qui dépasse l'entendement, on ne va pas, on va bien sûr pour gagner, mais on ne gagne pas d'avance. Ça, c'est ce qui est très important. Donc, pour nos jeunes, pour y arriver, c'est quoi? Ne gagnez jamais d'avance et ne perdez jamais d'avance. Soyez le point neutre, le point zéro. Ça veut dire quoi? Il
Et pour avoir le point zéro, c'est quoi? C'est la base, c'est la méditation. Vous n'avez pas besoin d'une heure, ni de 30 minutes, ni de 45 minutes. Vous n'en avez pas besoin. J'ai dit souvent 2 à 5 minutes de repli en soi est suffisant. Vous n'êtes pas professionnel comment on appelle, de la vie spirituelle, vous n'êtes pas professionnel de ceci. Vous êtes professionnel dans votre domaine. Mais sachez une chose, le sport, la vie spirituelle, c'est quelque chose qui nous lie tous. Vous allez être communicant, vous allez être médecin, vous allez être ceci. Tout le monde ne sera pas médecin. Mais cependant, tout le monde a une vie spirituelle. Même si on ne la pratique pas, on a tous une vie spirituelle. Oui. On est tous sportifs. Vous comprenez? Oui. Donc, ce que je peux vous donner comme conseil serait que tous les matins, vous prenez un temps précis. Si vous avez l'habitude, le mieux, je dirais, évidemment, pourquoi pas, si c'est possible, avant le lever du soleil, je m'explique pourquoi avant le lever du soleil, c'est que quand vous vous levez aujourd'hui, la journée fait que, surtout pour ceux qui habitent les grandes agglomérations, la ville et tout ça, c'est-à-dire il y a des bruits par-ci et tout ça. Dès 6 heures, la nature commence déjà à être agressée et tout ça. Mais si vous avez la possibilité de vivre en région, c'est-à-dire là, vous êtes entouré de forêts, c'est-à-dire que tout ce qui favorise au bien-être, vraiment, parce que les arbres, on communique avec les arbres, c'est ce que les gens ne savent pas. Ces arbres nous nourrissent également d'esprits positifs, ainsi de suite. Alors, donc, il est question donc de trouver un temps précis, c'est-à-dire, si vous dites tous les 6 heures du matin, que ce soit 6 heures, vous prenez 2 minutes, vous méditez. Dans cette méditation, vous faites ce qu'on appelle lâcher prise, pour vous charger d'énergie. Vous pouvez prendre 5 minutes de visualisation. La visualisation, c'est quoi? Je vous donne un exercice pour y arriver. Pour ceux qui aiment le ping-pong, je ne sais pas, qui aiment la natation, vous avez fait la natation, prenons le crawl ou je ne sais pas trop, je ne suis pas un pro de la natation. Donc voilà. Alors, vous avez fait la natation, vous venez vous asseoir, fermez les yeux, vous refaites la même natation, mais en visualisant le parcours. Alors, ça va vous aider déjà à savoir comment visualiser quelque chose. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque vous savez déjà comment visualiser sans que votre esprit ne se vague à d'autres choses. Certes, au début, ça va être très difficile, mais sachez une chose, si vous apportez trop d'attention du fait que mon esprit va à gauche, à droite, ou les idées viennent, parce que les idées viendront toujours, mais elles partiront comme elles sont venues. Ne vous concentrez pas sur les idées qui viennent. Laissez le champ libre. Elles entrent et vont sortir. Aussi, de la manière qu'elles sont entrées, elles vont partir. Donc, vous restez concentré à visualiser. Par exemple, je donne un exemple. Votre semaine, visualisez la journée d'hier. Prenez les étapes positives. Et en positivant chaque chose que vous aviez faite de cette journée-là, donnez-lui le sens positif. Croyez-en que ça va vous accompagner vers votre succès. Il faut l'habiller, cette journée, avec des ondes et les idées positives. Si bien que, quand bien même, vous allez rencontrer des difficultés, ces difficultés vont venir se glisser comme vous allez prendre une bouteille, vous versez de l'eau, ça s'écoule, ça part. Donc, vous allez être comme cette bouteille, donc, les choses qui vont venir se poser dessus vont se glisser tout doucement. Alors, en ce moment, vous allez vaincre ce qu'on appelle justement les idées négatives, tout ce qui est toxine, et vous allez donc développer ce qu'on appelle la pensée positive pour vous construire dans les projets pour lesquels vous vous projetez avoir. J'espère que c'est clair. Donc 2 minutes de méditation et 5 minutes de visualisation. Exactement. Et tout se passera pour le mieux. Vous pouvez commencer bien sûr par la visualisation et après vous clôturez parce que quand on finit la méditation, bien entendu, là vous avez fini de visualiser, vous faites votre visualisation et après vous enchaînez par 2 minutes de méditation et là vous avez une journée remplie. Ça c'est clair. Très bien. Ben, merci, j'espère que vous l'appliquerez pour préparer vos examens. On m'a dit que tu avais une règle de vie en 8 points. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est ces 8 points?
Alors, ce que je peux dire également de ces 8 points, évidemment, j'ai souvent fait comprendre, en fait, c'est une sagesse bamileke qui m'accompagne parce que ce que j'ai trouvé intéressant dans ce parcours aussi, c'est que j'ai trouvé des similitudes qui se rattachaient avec la culture asiatique, bien sûr. Par exemple, quand on dit les choses qui ne reviennent jamais, par exemple, le temps. Vous voyez le temps, par exemple. Le temps perdu. Quand vous êtes, est-ce qu'on va revenir en 2023? Non, on ne pourra plus. Donc ça, c'est quelque chose. Voilà. Les mots que nous disons aujourd'hui. Quand vous dites quelqu'un, vous insultez une personne. Ok. Vous allez. Est-ce que ce mot-là, vous allez rattraper? Non, c'est sorti, c'est sorti. Ça, c'est très important. Les opportunités de la vie. L'opportunité, vous les jeunes, vous êtes en fin de carrière, comment on appelle ça? En fin d'études. Alors, c'est le moment pour vous, sans doute, de vous accrocher sur des opportunités qui vont se présenter à vous. Sachez-leur qu'une fois que l'opportunité vous échappe, c'est quelque chose qui ne reviendra jamais. L'opportunité, il faut savoir saisir. Et ça, c'est très important. Donc, nous avons autant de choses comme ça, comme bien sûr les choses à ne pas perdre, bien sûr, comme la patience, l'espoir et la dignité. La dignité de l'homme. Quand vous n'avez pas de dignité, comment pouvez-vous, évidemment, vous regarder dans un miroir? Je me demande. Quand vous n'avez pas la patience, l'espoir, quand vous perdez l'espoir, par exemple, les jeunes se disent, bon, la France va mal, est-ce que, bon, évidemment, est-ce que... Et puis quoi? Si on vous met dans un pays qui est en guerre et que les gens arrivent à s'en sortir, à plus forte raison, vous qui êtes dans un pays de paix, de joie, d'amour et tout ça. Donc, il est important de s'interroger. Donc, évidemment, les vraies règles sont nombreuses que, évidemment, je pense qu'on fera le plaisir de les partager pour que vous puissiez vous imprégner pour pouvoir, et si ça peut vous aider, vous accompagner dans votre vie, par exemple, comme les choses valorisant une personne telle que la sincérité, l'engagement et la cohérence, c'est des choses très, très importantes. Voilà. Vous voulez que je résume tous les 8 ou bien... Ah bah oui, on regarde les 8. Ben, ok, bien sûr. Donc, vous avez également les 3 choses les mieux fiables du monde, c'est-à-dire telles que le pouvoir. Je suis désolé. Macron, il est là aujourd'hui, président de la France, mais est-ce que vous pensez pour autant que c'est fiable? Non, parce que demain, il ne sera pas là éternellement. Donc, le pouvoir, vous pouvez l'avoir et demain, il peut partir. Donc, voilà. C'est comme un ministre. Il est nommé aujourd'hui, demain, il peut être dégommé. Donc, voilà. Donc, c'est ça le pouvoir. Les gens luttent à obtenir le pouvoir, mais ce n'est pas quelque chose de fiable. Ça, c'est très important. Tout comme la fortune également et la prospérité. La fortune, il y a des gens aujourd'hui qui sont milliardaires et demain, ils se retrouvent pauvres. Parce que, alors que la richesse spirituelle, une fois qu'on l'a acquis, on l'a. Ça, c'est très important. Vous avez également les choses qui définissent une personne telles que l'honnêteté, le travail et le résultat. Pour vous, les étudiants, c'est le résultat. C'est très important pour les hommes d'affaires, l'honnêteté, parce que beaucoup pensent qu'il faut mentir à l'autre pour pouvoir être riche. Non, l'honnêteté définit une personne. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et enfin, vous avez les 3 choses les plus précieuses de la vie, telles que l'amour. Évidemment, quand on voit l'amour, les gens pensent seulement à un homme et une femme. Non, pas. L'amour ne se résume pas sur le plan sentimental, je veux dire, entre une vie de couple. Non, ça n'a rien à voir. L'amour envers son prochain, l'amour déjà envers soi-même, ça c'est quelque chose de très très important. Donc les principes et la confiance. Donc les principes de la vie, c'est quelque chose de très important. Si on est une personne, on doit avoir les principes. Si on n'a pas les principes de la vie, je me demande qu'est-ce qu'on fait. Donc il faut avoir les principes de la vie et la confiance, parce que si on perd confiance en vous, vous n'êtes plus rien du tout. Vous êtes comme une feuille morte. Même une feuille verte, vous ne dépassez pas, parce qu'une feuille morte, qu'est-ce qu'elle sert à quoi? Le vent vient la soulever, la balancer, elle va se heurter partout là où elle se retrouve. Voilà les 8 règles que je pourrais apporter. Tu n'as jamais failli à ces règles-là? Maintenant, il faut dire que tu n'as jamais douté? Alors, il faut dire que nous sommes des êtres humains, bien entendu. Et voilà, il y a aussi les choses qui détruisent l'homme, évidemment, donc, telles que l'argent. Voilà, vous savez, l'argent, c'est quelque chose qui nous détruit beaucoup, parce que à cause de l'argent, les gens sont prêts à tuer. D'accord? Il y a des gens, donc, il y a aussi le regret, la culpabilité.
C'est des choses qui détruisent beaucoup. La culpabilité, pourquoi? Les gens, il y a des gens qui sont en empathie que d'autres et qui se sentent tellement coupables dans tout le... Et ça, c'est quelque chose qui détruit. Le regret également, c'est quelque chose qui détruit beaucoup. Donc, voilà, vous avez le regret et vous avez aussi la rage. Voilà. L'orgueil aussi. Vous avez l'orgueil, la rage, parce que les gens qui ont la rage de dire, voilà, je prends l'exemple du PSG, encore toujours, j'aime l'exemple vraiment qui parle aux gens, parce que c'est... Voilà. La rage peut être destructeur. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec le PSG qui pouvait gagner bien son match. Je suis un peu fan du PSG. Donc, voilà. Vous avez dû comprendre. Donc, voilà ce qui les a détruits. La rage, évidemment, vous fait perdre votre devoir, vous fait perdre votre sens. Ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est ce que je dis parfois à certains sportifs de haut niveau, tels que les boxeurs ou les sportifs que j'arrive à coacher. Je les dis, écoutez, remballez votre rage, transformez plutôt en opportunité. Sinon, c'est elle qui va venir vous vaincre. Et c'est ce qui s'est passé avec beaucoup de grands clubs qui, se disant, ils rentrent avec la rage. Non, la rage n'est pas synonyme de gagner. C'est bien, comme je vous ai présenté, le stress peut être positif. Par exemple, la haine, la rage de gagner. Mais il ne faut pas qu'il se transforme et constitue votre propre échec. Parce que vouloir gagner à tout prix fait que vous prenez tellement une confiance et sans maîtriser les contours de votre potentiel, fait que vous vous lancez dans une bataille et vous à l'échec d'avance. Et ça, c'est très important. Maintenant, pour répondre bien sûr à la question, je disais tout à l'heure, nous sommes les êtres humains, donc ça veut dire que nous pouvons nous tromper dans la vie. Maintenant, nous tromper, l'erreur peut être considérée. Une faute est une erreur, mais quand elle se répète, ce n'est plus une erreur parce que là, ça devient fatal pour moi. Voilà. Donc, on peut enfreindre, voilà. Donc, on peut enfreindre à une de ces règles, mais dès lors qu'on arrive à s'en rendre compte, parce qu'il y a des gens même que quand ils ne savent même pas s'ils se sont trompés ou pas. Et ça, c'est encore le plus grave. Donc, quand bien même on s'aperçoit que, ah tiens, on s'est trompé, mais il est important de se racheter. Et ça, c'est très important. Et là, en ce moment, c'est plier, réfléchir, méditer, se débarrasser de tout ce qui est toxique et nettoyer son esprit. J'ai compris. C'était un signe de question? Oui. Une petite question, merci. La vie est faite de pleins et de déliés. Comment faites-vous pour accueillir les coups durs? Je dis souvent, la vie, effectivement, vous recevez des coups à gauche, à droite, devant, derrière, ainsi de suite. Si vous, comment dire, si vous restez attaché à ce qui se passe autour de vous, à ce que l'on dise de vous ou de ce qui se passe, vous n'allez pas réussir votre vie. Parce que faites ce que vous êtes venu, faites ce que vous faites. Et ne vous préoccupez pas de ce que X, Y apporte à vous. Parce que malheureusement, tous ne t'aimeront pas de la même façon. Même si on t'aime tous, les gens ne t'aimeront toujours pas de la même façon. Certains auront de l'amour pur, d'autres auront de l'amour conditionné, d'autres auront de l'amour inconditionné. Donc, la vie est faite que si vous attachez l'importance à ce que les gens vous font dans la vie, vous allez vivre pour les autres et non vivre pour vous. Donc, ne vous attachez pas à vivre pour les gens, mais vivez pour vous. D'accord. Une question? Comment faire pour entretenir sa volonté sans tomber dans le piège de la rage? Question très pertinente et qui rapproche un peu un côté spirituel. La volonté, évidemment, ne doit pas... On doit pouvoir contrôler sa volonté, donner les possibilités de sa volonté et ne pas tomber dans la rage, comme vient de dire l'étudiant. Ça voudrait dire quoi? Il faut savoir aussi ses limites, ses forces et faiblesses. Alors, vous dites, demain, il faut que je me rende à New York. Le billet d'avion pour aller à New York, vous savez que peut-être que c'est 2000 €, je ne sais pas, bref. Vous savez que dans votre, comment on appelle ça, votre compte bancaire, vous n'avez même pas, vous êtes peut-être en découvert, ainsi de suite. Mais ne vous fixez donc pas la limite de dire, demain, il faut que je le fasse. Je dois aller. Le fait de vous donner une exigence et se dire comment je dois le faire pour y arriver.
Là, vous vous donnez une volonté et vous posez la question, c'est-à-dire vous tracez le chemin de se dire comment je dois y faire pour y parvenir. À partir de ce moment, dès que vous posez les questions, vous avez donc plusieurs solutions qui vous parviennent. Alors, comment je dois faire? Alors, il faut que peut-être je m'inscris en intérim, je dois peut-être faire un job, je dois faire ceci, je dois faire... Ah oui, peut-être en faisant... Vous allez voir sans doute que vous n'aurez même plus besoin de faire cela. Vous allez croiser sur votre chemin peut-être quelqu'un qui va dire, ah mais tiens, vous êtes informaticien, j'avais besoin d'un informaticien, est-ce que ça vous dit de me dépanner? C'est quoi votre tarif? Ben, écoutez, je suis content, ben, prenez 1000 euros. Vous allez vous retrouver tellement vous avez cultivé une pensée et qui se réalise sans le vouloir. Donc, ce qui fait que ne restez pas dans la boxe, ce n'est pas le fighting, non. L'esprit, laissez que l'esprit coule en douce en vous. D'autres questions? Oui. Quelle posture physique et respire pour accéder à ces niveaux de perception? Bon, les gens sont parfois très focalisés sur l'aspect physique. Il y a trois choses, bien entendu, le spirituel, le mental et le physique. Pourquoi je commence par le spirituel? Parce que je commence par l'ordre d'importance, c'est-à-dire le spirituel, parce que notre corps n'est qu'une enveloppe de notre esprit. Alors, les gens se disent, oh oui, il faut que je m'assoie en lotus, je fasse ici, je dois m'asseoir comment pour pouvoir méditer. Non, ce n'est pas la posture qui permet une élévation spirituelle. Oubliez cela. Certes, il y a une façon de se tenir. C'est pourquoi les arts martiaux, lorsque Bodhidharma a quitté l'Inde pour venir propager du bouddhisme au temple de Shaolin, dans l'initiation à la méditation aux moines de Shaolin, il a constaté que ces derniers n'arrivaient pas à résister à la méditation parce que pour faire la méditation, il faut aussi que le corps soit préparé. Parce que pour rester le corps droit, avec le sommet du crâne relié au ciel, donc pour recevoir bien sûr l'onction, donc recevoir les bénédictions, il faut que le corps soit bien droit. Si vous êtes là, évidemment, rien que votre posture balaie toutes les chances de tout ce que vous pouvez posséder, avoir. Donc, garder le corps, une certaine tenue bien droite, elle est très importante. Que vous soyez souple et croisez les lotus parce que ça permet encore d'avoir une tenue bien droite, ou vous asseoir de manière à ce que les jambes soient bien enracinées avec la main terre et que les jambes forment un angle de 90 degrés, vous donnez une posture bien à ce que le corps soit droit pour recevoir, parce que vous soyez bien enraciné avec la main terre ou le ciel et que le corps soit bien droit, est une attitude qui est non seulement favorable pour pouvoir recevoir les bénédictions de la vie spirituelle que vous cherchez à accomplir. L'énergie circule bien mieux aussi. L'énergie, bien sûr, circule mieux. Les chakras et tout ça, c'est quelque chose qui vous parle? Évidemment, oui, dans la vie spirituelle, c'est des choses qu'on est obligé d'aborder. Évidemment, je ne voulais pas rentrer dans des termes techniques tels que le chakra coronal, qui est justement, quand vous voyez un bébé qui naît, vous voyez, c'est toujours ce point que vous appelez point frontal qui bouge tout le temps. Évidemment, c'est ce qu'on appelle le chakra coronal. Donc, c'est par là que nous recevons justement. C'est pourquoi, dans toutes les postures, il faut toujours que la tête soit bien droite. Pas comme ça, parce que c'est pas là que... Donc, il faut que la tête soit bien droite pour que ces chakras coronaux soient en relief avec donc, le ciel. Est-ce que tu as en tête le plus grand défi que tu as eu à relever et que tu as pu surmonter justement par rapport à, grâce à la visualisation et à toute ta discipline quotidienne? Ah oui, beaucoup, même pas seulement un exemple. Le premier consisterait évidemment à l'Université des sports de Pékin, où la scolarité coûtait excessivement cher. J'avais été recommandé après mes études à l'université d'aller à l'Université des sports de Pékin pour une formation, parce qu'au temple de Shaolin, c'est une vie spirituelle. Voilà, donc ce n'est plus le cas aujourd'hui, beaucoup plus, elle embrèche beaucoup dans le sport, mais avant, c'était vraiment une vie complètement spirituelle. Donc après mes 5 années au temple de Shaolin, il était important pour moi d'aller à l'Université des sports de Pékin, qui me permettait donc d'aller faire des compétitions et pouvoir honorer également mes parents qui attendaient de voir de moi quelque chose. Voilà. Et du coup, quand j'arrive à l'Université des sports de Pékin, au vu de ce que je faisais pour la promotion de la culture chinoise, le gouvernement chinois m'a proposé une bourse de coopération que mon gouvernement a refusé, donc le ministre de l'enseignement supérieur, le 3 du matin.
Je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette discrimination? C'est quoi ce tribalisme? Pourquoi il me refuse? J'avais pris ça très mal et je suis allé le voir. Il me dit, attends, il me reçoit, il me dit, tu veux la bourse pour aller faire le ya. Il me dit, sors de mon bureau. Il m'a chassé comme un malpropre. Dis-moi que tu veux la bourse pour aller faire la médecine, pour aller faire ceci. Eh bien, évidemment, j'ai signé cette bourse. Mais la bourse pour aller faire les machins, non. Puisqu'à l'époque, on considérait les arts martiaux comme quelque chose d'impur, et aussi que beaucoup qui apprenaient, c'était parce qu'ils allaient agresser ou faire du mal, donc, malheureusement. Donc, et c'était un challenge pour moi, parce que la scolarité coûtait tellement cher. Au terme de Shaolin, je ne payais pas. Il était important pour moi de ne pas reculer devant cette volonté que j'avais, à savoir être admis à l'université et de pouvoir être scolarisé et ne pas être accepté pour des raisons de moyens. Et c'est comme ça que tout ce que j'ai appris à Shaolin, en complément bien sûr de tout ce que je faisais déjà, m'a amené donc à visualiser ma vie à l'Université des sports de Pékin. Et c'est ce qui fut le cas. Voilà. D'accord. On a deux questions. Deux questions. Allons-y. Mais en gros, c'est quoi un moine Shaolin exactement et à quoi correspond votre costume? Okay. Alors, un moine Shaolin, effectivement, c'est Shaolin d'abord, s'il faut expliquer Shaolin. Shaolin, c'est le monastère des arts martiaux de la planète. Et c'est aussi le temple bouddhiste chinois. Donc, et quand on dit les arts martiaux de la planète sont issus du temple de Shaolin, c'est par rapport au fondement même des arts martiaux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Bodhidharma qui est venu propager du bouddhisme. C'est par cet homme qu'a eu l'incarnation et la promotion des arts martiaux. Alors, donc, un moine, donc, c'est celui qui vit donc au temple de Shaolin, et c'est la chance que j'ai eue, ou parce que j'ai provoqué cette chance, parce que la chance, beaucoup pensent que la chance, voilà, sourit à tout le monde. Non, la chance, il faut aussi provoquer cette chance-là. Et comme je le dis souvent, la chance accorde ses faits avec aux esprits éveillés. Si vous restez endormi, évidemment, la chance va vous échapper au bout des doigts. Je suis allé provoquer cette chance qui m'a permis, évidemment, d'être admis au temple de Shaolin. Vous allez probablement lire mon livre donc, qui s'appelle « Ouvre ta main et tu posséderas le monde », qui est disponible chez Robert Laffont, comment on appelle, qui a été édité chez Robert Laffont et qui se trouve chez Amazon ou à la FNAC. Voilà. Voilà, donc dans toutes les librairies. Donc, Ouvre ta main et tu posséderas le monde. Donc, ces livres, bien sûr, ils permettent et expliquent un peu le fondement même et beaucoup ma pratique au temple de Shaolin. Alors, en ce qui concerne la tenue, bien sûr, la tenue, c'est une tenue religieuse, comme vous voyez un prêtre qui a une tenue, ainsi de suite. Voilà, c'est la tenue qui identifie évidemment un moine Shaolin. Et ça, c'est cette tenue que je porte, voilà. Et le mala, ou je ne sais pas comment vous appelez ça en français, le chapelet, c'est ça. Voilà. Donc, ces perles-là, également, c'est aussi le chapelet, comme on dit en chrétien, que nous portons. Et pour les méditations, ça c'est également les méditations, ainsi de suite. Voilà, chaque perle que nous touchons, nous apportons bien sûr des pensées, nous laissons couler des idées, ainsi de suite. Voilà, donc voilà ce que je peux vous répondre à ces niveaux. Dans la pratique des arts martiaux et dans la vie en général, comment conserver un esprit clair sans pensée parasite? Oui, ça c'est très bien. Je pense que j'ai eu à expliquer ça tout à l'heure. Dans la méditation, dans tout ce que vous faites, évidemment, vous aurez, si vous arrêtez pile poil, vous verrez toujours que vous avez plusieurs idées en même temps qui s'entrechoquent. Alors, le plus important, ce n'est pas de donner l'importance à ces idées qui viennent. En fait, elles vont disparaître comme elles sont venues. Je prends l'exemple. Vous voyez quelqu'un en route, un fou qui est là, qui vous aborde, qui vous agresse. Alors, si vous vous intéressez à lui répondre, évidemment, vous allez plus lui donner encore plus d'opportunités, encore à s'intéresser à vous, à créer quelque chose. Alors, ignorer ces pensées qui viennent, de la manière qu'elles sont venues, elles vont partir librement.
Dès lors que vous lui accordez une importance, elle s'installe, elle trouve la maison, elle trouve le refuge, et c'est comme ça. D'autres questions? Non. Non? Ok. Bon, on a bientôt terminé. Est-ce que je peux avoir le livre? Ouais, on va chercher le livre tout de suite. Dans le sac. Oui. Est-ce que tu arrives à mesurer l'efficacité de la visualisation ou tu arrives à mesurer cette efficacité sur tes performances? Alors, mesurer, il ne faut pas matérialiser tout ce qui est esprit. Cependant, est-ce que j'arrive à percevoir les conséquences de la visualisation? Oui, évidemment, parce que le travail que nous faisons a toujours de la valeur et, comme on dit, le travail que nous faisons, on paye à des récompenses toujours. Et cette récompense, c'est quoi? C'est la visualisation de ce que nous faisons. C'est-à-dire que j'arrive toujours à observer le résultat de mes visualisations parce que je le fais dans l'optique de faire quelque chose. Et quand je le fais bien, évidemment, je revois le résultat et c'est ce qui m'apporte également une satisfaction. Est-ce que tu as déjà été déçu? J'ai tellement visualisé, ça n'est pas arrivé, comment ça se fait? Mais justement, pourquoi je viens? Parce que, ah oui, il faut que je gagne demain le match, bon, c'est bon, je visualise, c'est bon. Non, les choses ne marchent pas comme ça, non, 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 pas du tout. Alors, il faut qu'on revienne sur terre, hein. Il faut que les gens comprennent que, j'ai dit tout à l'heure au début, c'est une hygiène de vie, sinon la vie serait trop facile. Bah oui. Voilà, je veux gagner le match de demain, je viens, je me concentre. Non, c'est un processus de travail. C'est les choses qui se mettent en place. Donc, ça veut dire que sinon tout le monde serait champion. Donc, voilà, chacun se met. Parce que, évidemment, la visualisation n'accompagne que le travail que nous faisons au quotidien. Donc, là, on arrive au bout de la réussite que lorsque ces pensées que nous cherchons à matérialiser, nous cherchons à acquérir, serait le résultat des efforts que nous réalisons nous-mêmes déjà, pour commencer. Alors, si on restait chez soi, on s'est dit, non, j'ai visualisé que je vais réussir, donc c'est bon, je ne vais pas étudier. Non, les étudiants, oubliez complètement cela. Sachez que vous êtes le maître de votre propre destin. Travaillez. Maintenant, le travail, c'est quoi? Tout ce que je vous apprends comme visualisation, évidemment, n'est autre que l'accomplissement du travail que vous fournissez. Vous ne visualisez que votre bon travail. Si vous visualisez le positif de votre bon travail, vous aurez le résultat. Et la méditation vous aide à canaliser vos énergies, à de manière à ce que vous ne soyez pas dispersés et mieux vous concentrer. Lorsque vous êtes bien concentré, cela vous donne une force beaucoup plus supplémentaire, beaucoup plus forte. C'est pourquoi j'ai dit le sport dépend de le sport de haut niveau dépend de plus, le résultat, le succès dans le sport de haut niveau dépend de plus de 50% du mental. Donc ça veut dire que quand vous avez un mental aguerri, beaucoup plus forcé, beaucoup plus poussé, évidemment, vous avez le résultat au bout de vos doigts. Très bien. Tu nous montres ton livre, comme ça, vous allez vous jeter sur les libraires. Donc, voilà le livre, le titre du livre, lui également, il est déjà spirituel. Ouvre ta main et tu posséderas le monde. Et ça, c'est une parole de mon père qui disait, mon père me prenait par la main et dit, fils, viens. Il dit, certainement. J'essaie, il me dit, qu'est-ce que tu possèdes là-dedans? Je dis, mais papa, rien. Il me dit, alors, ouvre ta main. Je l'ouvre ma main, il me dit, là, tu détiens le monde. Alors, tu vas beau avoir le poing fermé, tu posséderas que du vide, mais ouvre ta main et tu posséderas le monde. Là, c'était même avant que je ne sache que je pratiquerais les arts martiaux un jour. Donc, pour dire que ma vie j'ai été aussi bercé dans un monde spirituel que mon papa m'a accompagné. Père son âme aujourd'hui. Et c'est un livre de développement personnel? C'est un roman? Non, c'est un livre, c'est mon livre biographique, c'est un livre sur mon parcours, sur ma vie. Et cette vie que beaucoup, évidemment, trouvent intéressante, mais il faut aussi qu'ils comprennent que
elle n'a pas été aussi simple comme, voilà, donc il y a des embûches, donc c'est aussi important de savoir ce qui ne te tue pas te rend fort, donc il faut que les gens comprennent que dans la vie, elle est faite des épreuves, et chaque épreuve constitue une expérience qu'on acquiert dans la vie. Donc rien n'est facile. Moi qui suis devant vous, évidemment, j'ai vécu des choses incroyables dans ma propre vie, mais c'est des choses qui m'ont forgé, qui m'ont donné encore plus de force à affronter le monde d'aujourd'hui. Je montre aux caméras, j'espère que vous le voyez. Voilà. Je vous conseille, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais me régaler. Ben, je vais déjà te dédicacer. Ah, bah c'est sympa. Voilà. Merci. On n'a pas d'autres questions? Non, on peut clore le jeudi live. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, maître. C'était un vrai plaisir. Plaisir partagé. Prochain jeudi live, un jeudi, c'est sûr. Je vous donne, maître, un trophée de partenaire de l'École éthique Paris. Merci beaucoup. Peut-être qu'on organisera une conférence destinée à certains de nos étudiants dans le cadre de notre parcours grande école l'année prochaine. On discutera de ça. Je suis persuadé que vous allez remplir notre amphithéâtre. Merci à tous, merci encore maître, et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.